Jusqu'à 18h, vous écoutez C'est l'heure du 4 à 6 avec Barbara Secours. Je vous souhaite un bon retour à la maison, un bon mardi 21 juillet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un que j'apprécie énormément, de prendre des nouvelles d'un ancien collaborateur, collègue de travail dans les Hautes-Laurentides. Il se nomme Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit et politologue. Il a également fait des études postdoctorales en philosophie, récipiendaire de 12 prix d'excellence en enseignement à l'UDM et à McGill. Il est auteur de plusieurs essais, dont des règlements politiques. Vous aurez compris que c'est quelqu'un qui aime ça s'informer, qui est cultivé. Il a été finaliste aussi au prix Donné, qui récompense le meilleur livre de politique publique au Canada. Il collabore fréquemment au débat. Vous l'avez peut-être déjà vu à TV d'ailleurs. Tout ce qui est d'actualité, ça l'intéresse. Il est au Journal Métro et aujourd'hui, c'est ici qu'il est pour nous parler de son dernier essai, La Terre est une poubelle en feu. Frédéric Bérard, bonjour. Salut Barbara. Hey, comment vas-tu? Écoute, c'est un bel été. Oui. Qui est en fait franchement magnifique, idéal pour se préparer à la deuxième vague du confinement. Ouais, je te voyais venir. J'ai quelque chose. Soit qui va me parler des degrés, des canicules, que quelque chose dans, tu sais, ça s'en venait. Écoute, La Terre est une poubelle en feu. C'est assez coup de poing comme titre. Disponible depuis le 16 juin. Et c'est paru sous les éditions Somme Toute. D'abord, on va aller direct dans le vif du sujet. Je sais que tu es comme ça. Qu'est-ce que tu as voulu partager, dépeindre dans cet ouvrage de Frédéric Bérard? C'est sûr que c'est un essai dont le titre est assez coup de poing, ça c'est clair. Je pense que le contenu l'est aussi. C'est surtout, je dirais, un essai qui porte sur la question environnementale en très, très grande partie. Sur le fait, on en a déjà parlé, toi et moi, ici et là, notamment à ton émission, il y a de ça peut-être un an, si je me trompe pas, peut-être un petit peu plus. Oui. Disons-le franchement, nos sociétés reculent, le réchauffement climatique augmente. Je croyais qu'on a commencé à faire un petit bout de chemin intéressant à l'automne dernier avec la marche de Greta Thunberg. À Montréal, le politique, notamment la CAQ, commençait à insérer le mot environnement dans son discours, ce qui n'était pas le cas lors de la dernière campagne électorale. Mais là, ça commençait tranquillement, et puis là, pouf, arrive la COVID, et puis il n'y a plus personne, évidemment, qui parle d'environnement. Alors, comme disait Noam Chomsky, il dit, malheureusement, on va se remettre de la COVID, mais on ne se remettra pas de la chute, de la fonte, des glaciers. Donc, c'est un peu ça le message qu'essaie d'envoyer le bouquin. C'est un message de désespoir, mais qui dit désespoir dit en quelque sorte qu'on y croit encore, parce que sinon, on reste chez soi. J'ai commencé à le lire hier, Frédéric Bérard, puis je vais te dire, tu disais que c'était coup de poing le titre à l'intérieur. Effectivement, tu y vas pas avec le dos de la cuillère. En gros, ce que je comprends aussi, puis ce que je retiens, c'est que t'es plus capable des climato-sceptiques, des populistes. Il y a quelque chose aussi là-dedans là, qui vient te chercher énormément. Ouais. Ouais. En fait, c'est quand même un résumé, comment je dirais, très, très efficace. C'est vraiment plus capable des climato-sceptiques. On peut régler ça comme ça. La communauté scientifique est convaincue à 98-99%. L'autre pourcent qui reste, c'est absolument des gens qui sont payés par l'industrie pétrolière et autres. Donc, il y a plus qu'un consensus, en fait. Il y a pratiquement une unanimité sur le fait que si l'humanité ne donne pas un coup de barre dans les prochaines années, quand je dis les prochaines années, là, c'est 2, 3, 4, 5 ans peut-être maximum, pas dans 50 ans, là. Si on ne bouge pas tout de suite, eh bien, on va atteindre ce qu'on appelle le point de bascule. Le point de bascule, par définition, c'est quoi? C'est qu'une fois que tu l'as atteint, il n'y a pas de retour possible, peu importe les agissements que tu adopteras par la suite. Donc, ça, moi, je trouve ça assez effrayant. Puis ce que je trouve encore plus effrayant, c'est qu'on regarde d'ailleurs, on fait comme si ça n'existait pas, parce qu'on veut pas menacer notre petit confort et nos politiciens, bien évidemment, savent que c'est assez peu payant de parler d'environnement et d'adopter des normes très sévères, très strictes. Donc, eux aussi font absolument comme si rien n'était. Et là, je parle du Canada, je parle du Québec, mais je pourrais parler à plus forte raison des États-Unis. Je pourrais parler du Brésil de Bolsonaro, qui est en train de mettre le feu à l'Amazonie, alors que c'est 30% des ressources pulmonaires de la planète. Donc, voilà, c'est un cri du cœur, espérant justement qu'on puisse réveiller ces gens-là.
Et quant aux climato-sceptiques, c'est à se demander s'il y a quelque chose à faire avec eux. Ouais, puis bon, tu sais, le cri du cœur, tout ça, moi, je le ressens aussi beaucoup d'abord quand j'ai commencé à lire ton livre, ton essai. Je redonne le titre « La Terre est une poubelle en feu ». Ça s'ouvre sur une lettre que tu écris à ta fille Ève sur la situation de la Terre et c'est suivi d'une réponse de ta fille. Je sais que vous avez voyagé beaucoup ensemble, que vous êtes très, très proches. Et tu parlais qu'on avait tous un peu le nez dans notre écran, puis tout ça. Puis elle a soulevé ça, ta fille Ève. Elle a dit que, plusieurs points intéressants, c'est sûr, dans sa réponse, mais qu'on avait tous le nez dans nos écrans pour oublier. Tu sais, qu'on se sauve un peu dans cette virtualité qui devient réconfortante. J'ai trouvé ça beau. Puis elle a aussi dit quelque chose qui est venu me chercher. Puis je trouve qu'elle a tellement raison, Frédérique Bérard. Elle a dit que les adultes, nous autres, là, mettons, c'est les baby boomers, et même nous, là, qu'on se fiait sur les jeunes, sur leur génération pour changer les choses. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Ouais. C'est sûr que ça, comment je dirais, évidemment, c'est ma fille, alors je suis biaisé, mais je trouve qu'il y a une sagesse dans ces propos-là. D'abord, effectivement, qu'on se réfugie dans l'espèce de virtualité dont tu parlais, parce que bon, c'est confortable, on est un peu anesthésié par toutes les images, les infos, les ci, les ça, les divertissements. Et l'autre volet, est peut-être encore plus important. Hein? On dit, c'est les jeunes, hein? On sait bien. Et puis même, j'entends, puis moi-même, je pensais comme ça. J'ai espoir dans le fait que ces jeunes-là, donc la génération de ma fille qui a 10 ans, là, je le répète, donc ni plus ni moins, cette gang-là pourra changer les choses. Mais la réalité, c'est qu'il va déjà être trop tard si on attend qu'il puisse prendre le pouvoir. Et d'autre part, comme disait Ève, puis franchement, je suis d'accord avec toi, je pense qu'elle a raison, malheureusement. Il n'y a plus question de génération ici. Là. Ouais. Il y a question de travailler ensemble. Je sais que ça sonne cliché, ça fait slogan électoral poche, mais c'est quand même un peu ça. Si les générations ne s'allient pas immédiatement, ne transcendent pas la question des âges, il n'y a absolument aucune chance. Parce qu'évidemment qu'un jeune de 18 ans n'a pas le pouvoir. Puis oui, il y a un certain pouvoir d'influence peut-être sur le politique. On l'a vu avec Greta Thunberg notamment. Mais ça reste relativement minime au final. Alors, voilà. Faut tous mettre l'épaule à la roue. Puis en même temps aussi, c'est que ça leur met de la pression aux jeunes. Puis, tu sais, trop de pression, des fois, ça nous rend pas productifs, là, tu sais, dans un sens, Frédéric. Puis il y a quelque chose d'autre que j'ai trouvé bien touchant. Puis j'espère que ça te mettra pas trop inconfortable. Mais en même temps, t'en parles dans le livre. Fait que je me dis que c'est parce que tu veux le partager. C'est beaucoup ta fille aussi qui t'a donné, je crois, le coup d'envoi de publier cet essai. Parce qu'elle t'a dit à un moment donné, lors d'un voyage que vous avez fait, qu'elle se sentait comme un minuscule grain de sable dans l'univers, puis que ça se pouvait qu'elle ne donne pas la vie à cause de tout ça, tu sais, qu'elle était déçue des générations, de sa génération. Ça t'a vraiment bouleversé. Oui, puis je te dirais que... excuse-moi. Mais c'est un peu ça parce que... Pardon. C'est qu'à chaque fois que je repense à cet événement-là, on était sur une magnifique plage à Tel Aviv, en fait, en Israël. Moi, ça m'a donné, écoute, plus qu'un électrochoc. Parce qu'au-delà de la personne de ma fille, au-delà de, je dirais, de ma propre personne, c'est toute la question d'une génération, en quelque sorte, parce qu'il y a plusieurs femmes de son âge, et même un peu plus vieilles, qui m'ont fait part, et puis j'ai vu ça à toutes sortes d'endroits, de réflexions semblables. Pourquoi je donnerais la vie? On s'en va se frapper dans le mur, c'est irresponsable d'agir ainsi. Et au final, je pense que mathématiquement, elles ont raison de toute façon, certainement pas à moi de leur dire quoi faire ou ne quoi pas faire. Mais ce constat-là est d'une tristesse absolument épouvantable. Il y a... Je pense qu'il est juste, le constat, et c'est ça qui est le problème. Et à partir de là, on fait quoi? On attend que ça passe, on attend que ça finisse. Évidemment, toi et moi, on est un peu plus quelques années de plus qu'elle, mais c'est justement cette génération-là qui va avoir à gérer nous, toi et moi aussi, un peu en partie, mais en bonne partie, ce sera cette génération-là qui va avoir à gérer cette espèce
de surconsommation. Puis là, il y en a sûrement qui nous écoutent disant, mais c'est qui ce joyeux luron-là qui dit absolument n'importe quoi? Mais allez lire les rapports de scientifiques, notamment ceux qui sont émis par l'ONU, qui nous dit que d'ici 25 ans, il y a 300 millions de réfugiés climatiques dans le monde, des gens qui vont se trouver, qui vont se chercher un territoire où habiter parce que leur territoire va être radié par notamment la fonte des glaciers, la hausse du niveau des mers et ainsi de suite. Donc tout ça va amener des répercussions politiques très importantes. Économiquement, on n'en parle même plus. Est-ce que le capitalisme peut suffire à ça? Est-ce que les compagnies d'assurance vont continuer d'assurer ces gens-là qui viennent de perdre leur maison et ainsi de suite? Donc tout ça, je veux dire, il va y avoir, et puis là je parle juste, évidemment, je parle de la Terre de manière générale, mais imaginons juste les États-Unis qui, par exemple, l'île de Manhattan, elle va être, ou New York va être à la flotte, mais absolument à la flotte. Miami Beach, même chose, pensez-y pas. Alors, qu'est-ce qui vous dit que les Américains décideront pas de rentrer ici, tout simplement, puis croyez-moi, ils ne demanderont pas la permission au droit international, ils vont rentrer, ça va finir là. Donc, tout ça aura des répercussions absolument monstrueuses sur la gestion politique de ce qui s'en vient. Et c'est cette génération-là, donc, qui va en avoir plein la gueule. Voilà, moi, en même temps, je suis content de savoir qu'il y a des gens, comme ma fille et beaucoup d'autres, on en a vu plein de ces jeunes-là à la marche de septembre dernier, qui sont politisés à leur façon, qui ne croient pas beaucoup au système de partis politiques. C'est tout à fait correct tant qu'à moi. Donc, je continue d'avoir espoir que ces gens-là brassent la cage. Dans l'intervalle, c'est à nous de le faire. Je te remercie d'accorder du temps de parole pour un livre comme celui-là qui est pas très jojo qui est jamais jojo, mais certainement pas pour un 21 juillet quand il fait beau. Mais je pense que malheureusement, ce genre de message-là doit circuler au maximum. Mais tu sais quoi, Frédéric Bérard, si on veut d'autres beaux 21 juillet, il faut en parler. Et c'est d'une sagesse, ça aussi. Et puis voilà. On parle de qu'on veut d'autres beaux 21 juillet, d'espoir. La question qui tue, comme dirait Guy Lepage, Frédéric Bérard. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que c'est possible de faire marche arrière, d'arrêter ça? La survie de l'humanité, est-ce qu'elle est possible? On n'est pas encore rendu au point de bascule. Donc, par définition, tant qu'on n'y est pas, il reste un espoir qui est mathématique puis qui peut même être important. Moi, je vois quand même certains progrès. J'essaie de m'encourager, j'essaie d'être minimalement positif. Des comportements individuels. Je suis pas parfait moi non plus. Pour ceux qui me posent la question, est-ce que d'un point de vue environnemental, je suis Monsieur Vert, peinturé mur à mur? Non, pas du tout. Je fais pas la morale aux gens là-dessus. Parce que je pense que même si on a une amélioration de comportement à titre personnel, il faut passer maintenant à la deuxième étape. Puis la deuxième étape, c'est quoi? Il faut que le politique s'embraye, il faut que le politique se bouge les fesses. Là. Puis tout de suite, là, tout ce qu'on a fait au Canada, là, en gros, là, c'est d'interdire les pailles. Parce qu'il en manque pas mal quand tu achètes un pétline avec l'argent de nos taxes. On s'entend bien là-dessus. Donc, tant et aussi longtemps que le politique ne dira pas, là, maintenant, c'est bien de valeur, mais ça va prendre telle norme, telle norme, telle norme, telle norme, et ça vient de finir là. Tant qu'on ne se rendra pas là, tu peux pas t'en remettre à la bonne volonté individuelle pour renverser le tout. C'est beaucoup trop minime, si je peux dire, comme impact versus des trucs qui sont beaucoup plus, je dirais, macroéconomiques. Puis en plus, tantôt, Frédéric Bérard, tu parlais du côté des États-Unis que, il allait avoir, par exemple, Miami qui allait être sous l'eau. Mais ici aussi, au Québec, on n'y échappera pas. Là. Ça peut même monter jusqu'à Lobinière. Je veux dire, Québec, Vieux-Québec, ça sera plus là. Pour ceux qui aiment nier la chose ou encore dire c'est dans longtemps, tout ça, regardez ce qui se passe actuellement. J'ai plusieurs témoignages et là, ça commence à sortir dans les médias. Puis ça a déjà commencé, mais particulièrement cet été, où plusieurs dans le bas du fleuve disent oui, mais c'est pas normal, on n'a pas la même végétation aquatique qu'à l'époque, on n'a pas les mêmes poissons, le niveau d'eau est pas pareil, c'est pas les mêmes trucs qui poussent, il y a de l'érosion, il y a du ci, il y a du ça. Mais ça, c'est dans le coin de cette île, pour ceux s'il y en a qui viennent de là, Bécomo, et ainsi de suite. Parler à des Autochtones qui sont dans le nord du Québec, ils vont vous dire que tout a changé depuis les questions des enjeux en rapport aux populations de caribous et autres. Ce n'est plus pareil. Il y a un réchauffement planétaire qui est déjà senti. Et l'autre problème, c'est quand il y a des glaciers, puis ça se rejoint, ça va tout ensemble, mais quand il y a des glaciers qui fondent,
ben il y a de l'eau salée aussi là-dedans. Hein. Fait que quand le niveau des eaux augmente, ben le niveau des eaux augmente aussi dans le fleuve. Mais le fleuve peut pas accueillir de l'eau salée. Il n'y a pas un écosystème qui est fait pour ça. Non, pas partout. Donc, plus haut, oui, mais pas ici. Ouais, c'est ça, je comprends. Et là, ce qui va arriver, puis ça, en fait, il y a un paquet d'études. Là-dessus, là, je balance pas des rumeurs entendues à non, puis t'en fais part d'ailleurs dans La Terre est une poubelle en feu. Tu as plein de références véridiques, là. Bon, tant mieux. Puis oui, puis les gens peuvent aller contre-vérifier puis s'informer, puis il y en a encore des supplémentaires, peut-être même des plus importantes, en tout cas des plus contemporaines, parce qu'il y en a qui sortent à chaque jour. Mais allez voir ça. Je veux dire, dans le coin de la ville de Québec, risque d'être à la flotte potentiellement d'ici quelques années. Et là, je vous parle pas de Trois-Rivières, je vous parle pas de Bécancour, je vous parle pas encore plus au nord, dans ce même fleuve-là. Et ça a des impacts sur les agriculteurs, ça a des impacts sur tout. Et là, je vous parle juste évidemment de notre petit Québec, d'une vision très micro en vous parlant en ce moment. Mais l'enjeu est de toute évidence beaucoup plus important que je dirais que notre pas personne ou que le gouvernement du Québec. Et à ceux qui disent oui, mais justement, même si le gouvernement du Québec faisait quelque chose d'un point de vue environnemental, ça ne change rien tant aussi longtemps que la Chine et compagnie. Mais ça, cet argument-là, avec respect, là, je trouve qu'il n'est pas très fort parce que c'est comme de se déresponsabiliser en disant ben personne ne le fait, alors je le ferai pas moi-même. Et puis pour ceux qui s'intéressent, ben la Chine fait beaucoup mieux que le Canada et le Québec actuellement en matière environnementale. Donc au contraire, je pense qu'on pourrait essayer. On s'entend qu'ils ont des enjeux de pollution énormes et c'est pour ça qu'ils ont réagi en conséquence. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'y aller tout de suite et de penser pas seulement aux générations futures, mais aux générations actuelles, parce qu'en tout cas, à moins d'une catastrophe, il nous reste encore quelques bonnes années devant nous. Ben oui, sinon c'est pas très rassurant l'avenir de notre belle planète. Je peux te dire que il faut s'y mettre maintenant. Frédéric Bérard, tu as totalement raison. Donc ces chroniques sur la crise climatique, le populisme et sur cette possible fin du monde, se retrouve dans la terre est une poubelle en feu. Hey, c'est un beau mardi. Mais écoute, il faut en parler parce que c'est nécessaire, c'est important à la survie littéralement de l'humanité, puis celles et ceux qui y croient pas, ben qui aillent voir, comme tu dis, qui se renseignent pour de vrai, puis pas sur des fake news, tu sais, qui aillent dans des livres scientifiques, qui parlent à des scientifiques, qui vont voir que il faut vraiment faire des changements. Mais le truc là, ce que je retiens aussi là-dedans, Frédéric Bérard, c'est que oui, nous, on peut faire notre petite contribution, là, puis les pailles, c'est bien beau, mais c'est les grosses compagnies, les politiciens, c'est eux qu'il faut qu'ils fassent des gros changements, parce que là, c'est ça qui marche pas là, en ce moment. Ben, tout à fait. Puis quand je parlais du politique tout à l'heure, excuse-moi, j'ai pas été précis, mais ce que j'avais en tête, c'est justement le gouvernement qui adopte des décrets pour dire à telle ou telle multinationale, ben là, c'est plate, mais le party est fini. C'est plus comme ça que ça va se passer. Juste en matière d'aviation, hein, contrairement à ce que je pensais, c'est seulement 3% des gaz à effet de serre mondial, c'est ces voyages par avion-là, mais quand même 3%. Ben, sais-tu que apparemment que ces mêmes avions-là pourraient assez facilement adopter des hydrocarbures qui amélioreraient de manière fulgurante leur émission, dans le bon sens du terme, là, des gaz à effet de serre. Ben, pourquoi on le fait pas? Ben, parce que personne ne leur oblige. Et puis, évidemment, c'est plus payant de ne pas le faire parce que ça obligerait certains investissements. On pourrait en parler, là, tellement pendant des heures. Puis là, moi, je vois que le bulletin d'information s'en vient, Frédéric, mais tu sais, comme même, non, mais je sais, là, tu dis des affaires, puis là, je vois les scientifiques qui ont trouvé une façon de faire un genre de silicone qu'une tortue pourrait manger à base de sève de cactus. Il y a tellement d'affaires, tu sais, mais on continue d'être dans le confort, de garder ce qui marche déjà, alors que, exemple, le plastique, c'est la pire cochonnerie qui n'existe pas. Ben oui. Mais c'est ça, je vais être obligée de te réinviter, j'aurai pas le choix. Ben écoute, ça donne bien, ça me fait plaisir. Hey, si les gens veulent te suivre, Frédéric Bérard, c'est un super beau site web, frédéricbérard.opinum.ca. Merci 100 fois, t'es vraiment gentil, puis salut à tous tes auditeurs et auditrices. Et bonne fin d'été dans la bonne humeur quand même. Ben oui, totalement. Puis c'est La Terre est une poubelle en feu de Frédéric Bérard. Merci beaucoup, Frédéric. Bon été à toi. Salut, à bientôt. Ciao.